Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission, j'ai rencontré des enseignants-chercheurs à l'université Jiaotong dans la ville de Hsinchu pour parler des perspectives de l'éco-construction à Taïwan. Il s'agit de Hou Junhao, directeur du département d'architecture, Zhang Shangkai, directeur adjoint du Centre de design innovant et transdisciplinaire, TDIS, ainsi que Xu Yuliang, professeur associé. La raison pour laquelle j'ai contacté cette équipe, c'est parce que j'avais entendu parler de Orchid House, la maison orchidée, que les professeurs et étudiants en architecture de l'université Jiaotong avaient présentée à Solar Decathlon en France en 2014. Solar Decathlon, c'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans entre une vingtaine d'équipes universitaires du monde entier, dont la mission est de construire des maisons dotées de la plus haute efficacité énergétique. L'équipe de l'université Jiaotong a remporté cette compétition en 2014 avec Orchid House, ce qui montre que cette université est pionnière à Taïwan en matière d'architecture durable. Orchid House, c'est une maison écologique qui peut se construire sur le toit des immeubles. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article dont j'ai mis le lien sur le site internet de cette émission. Hou Junhao nous parle des retombées de ce projet. There were ripple effects. Il y a eu des répercussions positives à notre retour de France après Solar Decathlon. Par exemple, la mairie de Kaohsiung a fait évoluer la réglementation. Maintenant, à Kaohsiung, si les gens rénovent la maison qu'ils ont construite illégalement sur le toit de leur immeuble, en ajoutant un système de récupération de l'eau de pluie ou des panneaux solaires, cette petite maison devient légale, car cela bénéficie à la société. Orchid House a aussi fait évoluer la conception du gouvernement concernant le logement social. On pourrait envisager plein de petites unités de logement social sur le toit des immeubles. Les industriels qui ont soutenu notre projet ont aussi réalisé qu'ils ont encore des progrès à faire en matière d'intégration des systèmes. Et Delta, par exemple, a ensuite créé au sein de l'entreprise un département qui travaille sur des solutions pour les maisons durables du futur. Des équipes d'autres pays qui ont participé à Solar Decathlon ont pu construire la maison qu'ils avaient conçue dès leur retour chez eux, car elles avaient signé un contrat avec le développeur. À Taïwan, cela ne va pas aussi vite. Le prototype d'Orchid House existe toujours. C'est devenu un Living Lab chez Delta. Même si cela n'a pas encore essaimé, ses répercussions positives, c'est déjà bien. Le Centre de design innovant et transdisciplinaire, TDIS, de l'université Jiaotong, a été créé en 2015 suite au projet Orchid House qui a permis de montrer très clairement les avantages des collaborations entre différentes disciplines. Ici, les professeurs et les étudiants montent des projets en lien avec des industriels, mais aussi avec des artisans et même avec le milieu associatif, notamment l'Association taïwanaise d'architecture humanitaire. Son directeur, Tian Zhiming, était aussi invité à la réunion. Il nous présente l'association. Nous sommes un peu comme des soignants dans le domaine de l'architecture. Nous allons sur le terrain pour répondre à des besoins de construction légère en zone rurale, notamment dans les écoles. Ce sont des endroits souvent éloignés où l'on ne peut pas amener de grands engins de chantier. Donc nos designs sont simples et réalisables avec peu d'outils. Notre deuxième caractéristique, c'est la participation de volontaires de tous âges, ce que nous appelons aussi une logique de déspécialisation. Nous intervenons à la demande des communautés ou des écoles qui nous contactent, on discute et on détermine ensemble quelle est la solution la plus adaptée en matériaux naturels. Ça peut être du bois, du bambou ou de la terre crue. On construit par exemple des mini-bibliothèques, des plateformes d'observation de la nature, des cabanes dans les arbres, etc. Depuis 2009, nous réalisons 6 à 7 projets par an à Taïwan. Nous sommes aussi allés au Népal et au Cambodge avec des professeurs et étudiants de l'université Jiaotong pour aider les communautés rurales à construire de petits bâtiments. Nous recevons beaucoup de demandes et il y a une liste d'attente. Nous ne sommes pas dans une logique de don. L'idée est de faire participer la communauté à la construction afin que les gens se disent « Waouh, on a été capable de construire ça ». Donc ensuite, ils en prendront soin et ils sauront comment en assurer la maintenance. Vous vous en doutez, j'ai hâte d'aller sur le terrain faire un reportage sur un chantier de cette association. À suivre donc. Zhang Shangkai m'a aussi parlé de la participation du TDIS au pavillon taïwanais à la Biennale d'architecture de Venise en 2016. L'objectif était de mettre en valeur l'architecture du quotidien qui reflète la créativité des Taïwanais et leur capacité à construire avec peu de ressources. Et oui, les bâtiments spectaculaires comme la Tour 101 sont souvent les plus connus à l'international, mais ce n'est pas représentatif de la diversité de l'architecture. À Taïwan, la Tour 101, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En plus, ce type d'architecture n'est pas forcément durable.
Lors de la biennale, le TDIS a mis l'accent sur les approches low-tech d'architecture du quotidien à Taïwan, sur la récupération et le recyclage des matériaux comme les fenêtres et les conteneurs, sur les associations qui construisent en terre crue, etc. Ce type d'architecture reflète la rareté des ressources à Taïwan, dont la superficie est à peu près équivalente à celle de la Suisse ou de la Belgique. Ce mode de construction, qu'on peut qualifier d'organique, reflète peut-être aussi le fait que les Taïwanais ne considèrent pas l'architecture et les espaces urbains comme des monuments éternels, mais comme un cadre à maximiser par les personnes qui y vivent. C'est en tout cas ce qu'indique la brochure du pavillon taïwanais à la Biennale. J'ai l'impression qu'en Europe, on cherche à tendre vers une certaine cohérence des espaces entre eux, alors qu'à Taïwan, on tend plutôt vers une coexistence d'éléments hétéroclites. C'est donc très différent, mais ça a son charme aussi. Les chercheurs du TDIS m'ont présenté une de leurs fiertés, une brique de paille compressée qu'ils ont développée, testée et fait certifier. Ce qui montre que Davis Liu, dont nous avons parlé dans les 2 précédentes émissions, n'est pas le seul à penser que la paille a un avenir dans le domaine de la construction à Taïwan. Ici, bien sûr, la paille est utilisée d'une manière différente et des biomolécules ont été ajoutées pour rendre les briques plus solides. La compression est impressionnante car on ne voit même plus que c'est de la paille. Le TDIS s'intéresse aussi à la balle de riz, issue du décortiquage du riz. Traditionnellement, la balle de riz est mélangée à la terre qui sert de remplissage pour les murs sur une ossature en bambou. Peut-être qu'un jour, le TDIS mettra au point une manière innovante d'utiliser ce matériau. D'après mes interlocuteurs, les industriels s'intéressent à ces matériaux qui sont considérés comme des déchets de l'agriculture, car s'ils peuvent y apporter une valeur ajoutée et les revendre, c'est dans leur propre intérêt. Mais les habitudes ont la vie dure. Bien que le prototype de brique de paille compressée soit prêt à être mis sur le marché, aucun industriel taïwanais n'a pour le moment décidé de l'utiliser. C'est peut-être trop atypique pour les clients qui ne sont pas encore sensibilisés à la construction durable. C'est pourquoi les chercheurs essayent aussi de sensibiliser le grand public. S'il y a une demande pour ce type de matériaux, les industriels pourraient sauter le pas. J'ai par ailleurs posé la question de la législation pour les matériaux naturels dans la construction à Taïwan. En France, cela a longtemps posé problème, mais en 2012, des réglementations pour l'utilisation de la paille et du chanvre ont permis à ces matériaux de prendre leur essor. Pour la terre crue, il n'y a pas de réglementation, mais des guides de bonne pratique. À Taïwan, nous avons le même problème. Les matériaux naturels ne peuvent pas obtenir de certification, donc le gouvernement n'autorise pas toujours leur construction. Donc notre équipe de recherche travaille notamment sur l'ingénierie de ces matériaux afin qu'ils puissent obtenir une certification. Par exemple, pour la paille, si l'on utilise de la paille brute, c'est difficile d'obtenir une autorisation. Mais si on fabrique des briques de paille compressées, standardisées et testées, on peut obtenir une certification. Pour la terre crue, c'est plus difficile à standardiser, car il existe une grande variété de terres. La composition de la terre et sa teneur en argile peut différer d'un endroit à l'autre. Actuellement, il y a donc 2 manières d'utiliser les matériaux naturels pour la construction à Taïwan. Soit passer par un processus d'ingénierie et de standardisation, soit utiliser ces matériaux uniquement en remplissage dans une structure ou bien en revêtement sur les murs. Certains professeurs de la faculté d'architecture de l'université Jiaotong ont visité en 2018 Amaco, en France, qu'on appelle aussi les grands ateliers. Amaco accompagne les professionnels de la construction en terre crue et a contribué à des innovations, notamment les BTC, briques de terre crue compressées, et la terre coulée qui s'emploie de la même manière que le béton. Certes, ces procédés industriels, dont vous pourrez avoir un aperçu grâce au lien sur la page de cette émission, ont l'air moins amusants que par exemple participer à un chantier participatif. Mais en réduisant les coûts de production, cela a le mérite de permettre d'accélérer la transition écologique dans le domaine du bâtiment. Xu Yuliang, fraîchement revenu des États-Unis, a présenté quant à lui plusieurs projets sur lesquels il avait travaillé là-bas, ainsi qu'un projet à Taïwan qui m'a beaucoup impressionné. C'est un projet de parc écologique autour d'une usine d'électricité. C'est pas banal, vous me direz que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour construire un parc écologique. Mais justement, pour Xu Yuliang, cela permettrait de sensibiliser le grand public aux questions énergétiques et de développement durable. Malheureusement, c'était un projet présenté pour un concours et il est arrivé en 2e position, donc il ne verra pas le jour, c'est bien dommage, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions. J'ai par ailleurs posé la question de la formation. Ho Junhao m'a répondu que les écoles alternatives se développent très rapidement ces dernières années à Taïwan. En raison du déclin démographique, certaines écoles publiques ont dû fermer et les maires des villages ont donc proposé d'y ouvrir des écoles qui suivent la pédagogie Steiner-Waldorf et prônent un développement des enfants plus en harmonie avec la nature. Il y a notamment un lycée alternatif, Hande,
qui axe son programme sur la construction en matériaux naturels. Les lycéens ont d'ailleurs participé à la construction de Sekou Zhidia, dont je vous ai parlé dans les 2 précédentes émissions. En termes de formation, il y a aussi des associations telles que Today, fondée par Emma Liao, qui a organisé le stage sur le bambou dont je vous avais parlé. Mais ce sont des formations ponctuelles. Donc à part le lycée Hande, les formations professionnelles de plusieurs mois, spécifiquement dans le domaine de l'éco-construction, sont encore quasi inexistantes à Taïwan. En ce qui concerne l'enseignement de l'architecture à l'université, il y a des cours sur le développement durable, mais c'est assez théorique. C'est pourquoi on encourage les étudiants à s'engager dans des projets sur le terrain, en contact avec la société. Par exemple, participer aux activités de l'association d'architecture humanitaire, faire du design social, utiliser les matériaux naturels, etc. La construction de Orchid House était un test grandeur nature pour les étudiants. Ce n'était pas juste apprendre l'architecture dans un livre, mais avoir une compréhension globale des enjeux de soutenabilité de l'architecture dans la société et comment on peut le traduire concrètement. Par ailleurs, je voudrais mentionner un problème auquel Taïwan et beaucoup d'autres pays sont confrontés dans le domaine de la recherche. À force d'encourager la recherche appliquée, c'est-à-dire tournée vers l'invention d'applications industrielles, le nombre de chercheurs qui font de la recherche fondamentale baisse. C'est aussi parce qu'il y a moins de financement dans ce domaine. Or, la recherche fondamentale est un préalable à la recherche appliquée. C'est comme 2 faces d'une même pièce. Donc, j'espère vraiment que dans le domaine des matériaux naturels et d'autres domaines, de plus en plus de jeunes se tourneront vers la recherche fondamentale ces prochaines années. Sinon, il se peut que cela ralentisse les progrès de notre société. En tout cas, le TDIS est très actif et a lancé récemment le projet One House for All, dans la perspective du prochain Solar Decathlon l'an prochain en Allemagne. Les étudiants planchent sur un prototype qui permettrait à la fois de lutter contre l'isolement social et d'être performants sur le plan énergétique. J'ai mis le lien vers une vidéo de présentation sur le site de cette émission. Pour finir, j'ai demandé de quoi Taïwan aurait le plus besoin pour mettre en œuvre une transition vers des constructions plus durables. Ce n'est pas tant un changement qu'il faudrait que retrouver la compréhension et le savoir de nos ancêtres, qui utilisaient déjà les matériaux naturels et vivaient de manière plus proche de la nature. Ce n'est pas vraiment nouveau. La seule chose qui change, ce sont les nouvelles technologies qui permettent de faire les choses différemment, notamment d'avoir besoin de moins de main-d'œuvre. Nous devrions aussi prendre davantage en compte les impacts écologiques des choix de design en architecture. En fait, les professeurs et les étudiants en sont de plus en plus conscients. Il faut maintenant sensibiliser au niveau de la société dans son ensemble et surtout trouver des manières de passer à l'action à grande échelle assez rapidement. Le plus grand obstacle, c'est la bureaucratie. Ça ralentit tout quand ça ne bloque pas carrément les choses. Les collègues de Ho Junhao regrettent quant à eux que l'essor des bâtiments en matériaux biosourcés et géosourcés soit moins rapide à Taïwan que dans d'autres pays. Le plus important est selon eux de faire évoluer la réglementation pour que ces matériaux puissent être utilisés à grande échelle par les entreprises. Le gouvernement a besoin d'être convaincu de la nécessité de le faire, qu'il comprenne que c'est dans son intérêt, notamment sur le plan économique. Il existe déjà des benchmarkings qui présentent la situation dans d'autres pays, mais ça ne suffit pas à convaincre les autorités qui estiment qu'à Taïwan, c'est différent. Fournir des éléments pour convaincre les autorités, c'est donc l'un des axes de recherche de l'université Chiao Tung. Tout un programme donc pour cette équipe ces prochaines années, en plus de Solar Decathlon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un focus sur Emma Liao, surnommée Best Emma. Vous verrez, elle mérite bien son surnom, car c'est une femme très inspirante. À la semaine prochaine. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.